IDFM 98 de la bande FM, seconde émission avec Luc Lambs que nous avons déjà entendu une première fois sur la science sacrée ou la conscience de l'atome, exploration sur la formation du cosmos, des atomes et de l'émergence de la conscience écologique au travers de l'approche scientifique et de l'approche mystique orientale. Luc Lambs est directeur de recherche au CNRS en éco-hydrologie. Avec sa thèse en chimie, il découvre l'Inde et la sagesse orientale qu'il n'aura de cesse d'étudier. En parallèle de sa carrière scientifique, il publie des articles dans la revue Le Lotus Bleu et donne des conférences à la Société théosophique en Inde et à Paris. La science sacrée ou la conscience de l'atome. La science sacrée ou la conscience de l'atome est inspirée de deux ouvrages anciens, deux ouvrages pionniers qui mirent en lumière les relations entre textes sacrés, philosophie orientale, connaissances scientifiques et conscience. Le premier est le Kevala Darsanam, La science sacrée, une œuvre philosophique du moine indien Swami Teswar, publiée en 1894, et le second est La conscience de l'atome de l'écrivaine anglo-américaine Alice Bailey, publiée en 1922. Y a-t-il un lien entre la science et la spiritualité ? Si pendant longtemps les deux approches paraissaient complètement antagonistes, avec l'émergence de la physique quantique qui a modifié notre perception du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière, et la redécouverte de la philosophie orientale qui fait le lien entre matière et conscience, un pont est désormais possible. Le but de ce livre est de vous inviter à un voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour suivre les parallèles possibles entre la science et la sagesse orientale. L'exposé se termine avec un aperçu de l'apport de l'écologie qui amène subtilement la conscience dans notre approche de l'environnement. Et donc, nous allons retrouver Luc Lambs pour la seconde partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM. La première émission concernait les 50 premières pages de son livre où nous avions un peu vu ce qui se passait entre les scientifiques et les mystiques de l'Orient. C'est une émission que vous pourrez retrouver sur l'antenne d'IDFM ou sur ma chaîne YouTube. Là, on va plutôt essayer de regarder un peu la formation de l'univers, et j'aimerais que vous nous parliez du rayonnement fossile, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce rayonnement fossile et quand il a été découvert, et qu'est-ce qui fait que finalement on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait peut-être aller jusqu'au Big Bang. Quand on a essayé de comprendre la formation de l'univers, et dans la théorie justement qui s'appelle Big Bang, on s'est dit qu'au départ, toute la matière devait être concentrée, enfin l'énergie concentrée en un point, et il y a eu une terrible explosion, justement pour former les premiers atomes, les premières subparticules, etc. Et on s'est dit que effectivement, s'il y a eu cette explosion, est-ce qu'on a encore la trace de cette explosion qui devait être... passez-moi le terme, de pharaonique, cosmique. Et c'est un peu par hasard que ce signal a été retrouvé. C'était dans les années 60, quand on a commencé à lancer les premiers satellites, et donc on a fallu développer des antennes de plus en plus sensibles pour capter les signaux des satellites, pour suivre leur trajet, pour recueillir les informations qu'ils nous envoyaient. Et donc, c'était deux ingénieurs des laboratoires Bell qui ont mis au point une nouvelle antenne beaucoup plus grande, beaucoup plus sensible que les autres. Quand ils ont essayé d'enregistrer les données, ils étaient vraiment déçus parce qu'ils avaient un bruit de fond énorme et ils n'arrivaient pas à retrouver le signal de leurs deux satellites. En fin de compte, malgré tous les réglages qu'ils ont faits, ce bruit de fond était toujours là. Jusqu'au moment où il s'est dit peut-être que ce qu'ils enregistrent, ça a une réalité physique. Et donc, c'est en travaillant avec des gens d'un laboratoire d'à côté qui se sont dit, effectivement, ça pourrait être ce fameux rayonnement primitif qui a été prédit 2 décennies plus tôt par George Gamow. Et après, ça a été mis, on a fait des antennes vraiment spécifiques pour enregistrer ce bruit de fond. On l'a pointé dans tous les, sous tous les angles dans l'univers, et effectivement, ça semblait bien de ce rayonnement primitif, puisque quelle que soit la direction où on pointait les antennes, on avait toujours la même chose. Donc c'était quelque chose qui était inhérent et qui était diffus sous tous les angles dans l'univers. Et donc c'était assez surprenant, de pouvoir comme ça prouver la formation de notre univers uniquement en essayant de capter les signaux des premiers satellites qu'on a envoyés autour de la Terre.
Alors ils en sont où sur ce rayonnement fossile? Parce que moi j'ai entendu dire qu'ils sont remontés jusqu'au Big Bang, mais que finalement il y a encore autre chose avant. Le problème, c'est qu'on peut pas aller avant. On peut pas aller avant, quoi. C'est le problème du temps linéaire. C'est qu'on peut pas aller. Quand vous arrivez au point zéro, c'est comme la température, le zéro absolu. Vous pouvez vous en approcher, le plus proche, mais après, vous faites quoi? Il y a plus. Puisque je veux dire, toutes les traces qu'on a, c'est des traces physiques. Je veux dire, le rayonnement, effectivement, c'est le reste de l'explosion qu'il y a eu. Donc, effectivement, c'est ce qui fait aussi, c'est que l'univers n'est pas à 0 degré Kelvin, mais quelques fractions de degré Kelvin, parce que c'est l'énergie qui était déployée à ce moment-là. Mais on n'a pas de preuves physiques. Je veux dire, puisqu'on va avant que la physique existe, puisque avant que les particules existent, avant que les lois de la physique se mettent en place. Voilà, donc on présuppose que, je veux dire, cette énergie-là, elle venait de quelque part où elle était stockée d'une certaine manière, mais on n'a pas de possibilité, par une approche classique matérialiste, d'aller au-delà. Mais il y a d'autres moyens pour y aller. Alors, on apprend dans votre livre aussi l'historique sur la notion d'atome. L'atome a été découvert, si le rayonnement fossile, c'est dans les années 60, 1960, l'atome, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien que cela, hein. Mais l'atome, c'était plutôt d'abord déjà une notion philosophique. Je veux dire, il y a déjà les philosophes grecs s'étaient posé la question. Vous avez par un morceau, je sais pas, un morceau de pain de mie, vous pouvez essayer comme ça de le couper de plus en plus petit, et à la fin, vous arrivez à une miette de pain de mie, mais on sait que à la limite, on va arriver à une partie qu'on pourra plus couper parce qu'elle est trop petite. Et atome, ça veut dire ça, atomos, ce qu'on ne peut plus couper. Donc, ces premiers philosophes avaient déjà prédit une limite aux briques de l'univers, de ce qui nous forme, les atomes. Et ça remonte à Leucippe de Milet au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc c'est un mot grec, mais vous dites qu'en Inde, cette notion d'atome a été perçue très tôt, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui créa l'école Veshekina. Bon, donc ce Rishi Kananda, qui créa une école d'approche expérimentale, serait à l'origine du concept hindou de l'atome nommé Paramanu ou Anu. Donc cette notion d'atome, elle est très très ancienne. Oui, et toutes les civilisations, à leur manière, ont compris intuitivement ou de manière philosophique que ce qui constitue notre matière tangible, la physique, est constituée par des particules ultimes et on arrive à la fin à quelque chose une unité insécable qui sont les briques de l'univers, chacun par leur différente approche. Et comment se fait-il qu'on veut toujours aller vers l'infiniment petit? C'est pour comprendre, je veux dire, la même manière que l'infiniment grand, ça permet de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se situe, et l'infiniment petit, c'est pour comprendre comment est constitué nous-mêmes, je veux dire, notre monde, mais même notre corps physique, je veux dire, où ce qu'on mange, ce qu'on boit, je veux dire, la table où on est assis, l'eau, tout ça, c'est formé par les mêmes atomes, et on voit, ça permet aussi de voir l'unité de la vie, je veux dire, c'est avec quelques éléments chimiques qu'on constitue tous les atomes, je veux dire, aussi bien nos soleils que la terre, que notre corps physique, que le bois ou la table où on est assis, voilà, ou notre chaise. Voilà, c'est les deux extrêmes, et là-dedans, la vie, il fallait d'abord qu'il y ait un support, le cadre, je veux dire, qui est la création, et la création de ces atomes, et ensuite, ces atomes-là, par une certaine intelligence, se sont regroupés pour former, juste pour en arriver à des formes vivantes. Et un jour, cette forme vivante se demande, mais d'où elle vient? Donc, elle refait le chemin dans l'autre sens pour voir son origine. Voilà. Et la clé entre les deux, justement, ce qui permet de faire le lien, c'est... Bon, le véhicule, c'est la conscience pour la compréhension, mais le véhicule pour faire qui est le support, c'est les atomes. Et on est en plein dans une ère atomique qui pourrait détruire complètement tout ce qui a été construit, puisqu'on a la possibilité maintenant, après les atomes, il y a eu les électrons, les protons, et tout ça, on a tellement été chercher loin qu'on est capable de détruire cet univers. Peut-être pas l'univers, mais au moins notre planète, c'est heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai, mais la connaissance est toujours liée à un certain pouvoir. Je veux dire, un outil, je veux dire, un couteau, c'est pareil. Un couteau, ça vous permet de survivre, de faire la cuisine, etc. Mais ça permet aussi de tuer. Tout en soi, je veux dire, le couteau est neutre. Bon,
la connaissance qu'on a sur les atomes, mais pareil, ça vous permet soit d'avoir du courant par l'énergie atomique domestiquée, soit de détruire le monde. C'est toujours les deux facettes. Mais effectivement, on a une période où la science aidant, on a une compréhension plus vaste, mais cette compréhension, on approche aussi des énergies qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus fortes et de plus en plus meurtrières si elles sont mal utilisées. Un autre exemple est le laser. Je veux dire, le laser permet de faire des choses formidables, mais ça peut être aussi, malheureusement, c'est aussi, les militaires aussi s'y intéressent. Ils ont développé des lasers mégajoules pour faire des dégâts à distance. Mais en même temps, je veux dire, regardez ce qu'on peut faire en médecine avec. Voilà, ça sauvait beaucoup de gens et ça permet de faire des opérations avec une précision qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, 1780, Lavoisier, 1803, le physicien britannique John Dalton, ensuite Dimitri Mendeleïev avec le tableau périodique des éléments, ensuite 1897, Joseph Thomson en étudiant le mouvement des particules entre les plaques de métal dans un tube à vide et mis en évidence les électrons. En 1896, on va parler maintenant d'Henri Becquerel, un Français qui découvre les rayonnements émis par les atomes radioactifs d'uranium. Il mettra en évidence par la suite les rayons alpha, noyau d'hélium et bêta électrons. Et il se rend compte que l'atome est principalement composé de vide. Oui, ça c'est assez surprenant. Parce qu'on a toujours l'impression que la matière c'est quelque chose de tangible, quelque chose de solide. Quand vous tapez sur votre table, elle a l'air bien solide. Le problème, c'est comme si, je veux dire, votre main c'était une plume et vous tapez sur une autre plume. Donc voilà, les deux plumes, voilà, entre elles, ils ont l'air durs. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des espaces très grands entre les atomes. Je veux dire, contrairement à ce qu'on pensait au début, les atomes, c'est pas que des billes qui sont l'une à côté des autres, mais c'est des petits mini-systèmes solaires, c'est-à-dire que, bon, vous avez en simplifiant, même si c'est faux à un autre niveau, je veux dire, les électrons, c'est comme des petites planètes, et le noyau serait le Soleil. Donc, effectivement, vous voyez, les planètes prennent beaucoup de place, et au milieu, vous avez un tout petit Soleil, qui est bien sûr beaucoup plus grand que les atomes, mais la place, je veux dire, le gros de la masse de l'atome est concentré dans le petit Soleil qui est au milieu de la bille. Et donc, vous voyez, tout le reste, c'est du vide. Donc entre eux, les atomes, effectivement, c'est des billes et des mini-systèmes solaires qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Mais après, si vous regardez la masse qu'il y a, et c'est ce qui se passe dans les trous noirs où tout ça s'est concentré, les électrons, donc les atomes, enfin l'équivalent des planètes, en faisant analogie éjectée, on rassemble ensemble tous les noyaux, donc les soleils. Vous arrivez à des densités énormes, je ne sais plus combien c'est, mais c'est dans un dé à coudre, vous arrivez à des tonnes, quoi, pour donner l'ordre de grandeur, si je m'en rappelle bien. Et tout ça parce que justement, c'est possible parce que dans les atomes, enfin je veux dire dans le nuage électronique qui prend beaucoup d'espace, la taille du noyau est très petit, et c'est là que se concentre la masse. Petit à petit, des découvertes scientifiques que vous avez citées, et on s'est rendu compte d'abord qu'il n'y avait pas un atome, il n'est pas insécable comme on le croyait. Je veux dire, déjà, ils étaient formés au moins il y a déjà les éléments qui forment le noyau, qui sont les neutrons et les protons. Et ensuite, et eux sont chargés que d'une manière, les neutrons sont neutres, comme son nom l'indique, les protons sont positifs, et pour que l'atome soit neutre, il faut qu'il y ait autant d'électrons, qui sont tout petits, qui sont 2000 fois plus légers que le proton. Donc vous avez au moins déjà 3 constituants. Et après, on a vu que les atomes eux-mêmes étaient peut-être aussi constitués d'autres éléments. Et c'est là qu'on a mis en évidence les quarks. Mais on arrive à des niveaux, là, on est obligé d'avoir des accélérateurs. On travaille avec des énergies énormes parce qu'il y a plusieurs forces qui rentrent en jeu. Et la force atomique qui lie les particules entre elles est tellement grande que pour pouvoir séparer ces atomes et ces constituants, il faut des forces gigantesques. Donc on a construit des grands accélérateurs comme celui-là qu'on a au CERN en Europe. Il y en a d'autres, il y a des accélérateurs linéaires, des accélérateurs circulaires. Et là on voit que la structure de la matière ne s'arrête pas là, ça continue. Mais on est limité par l'énergie qu'il faut employer pour la mesurer. Alors le CERN, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est un peu controversé, hein. Disons, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils accélèrent des particules de plus en plus vite et ils font rentrer ensuite ces particules en collision. C'est le seul moyen qu'on a effectivement pour sonder de manière classique, je veux dire,
la structure de la matière. On fait éclater la matière à des taux d'énergie de plus en plus grands pour arriver à des particules de plus en plus énergétiques, donc de plus en plus petites. Et donc les dernières découvertes, si, c'était quand même joli, puisqu'on a mis en évidence plus ou moins les bosons, le boson de Higgs, etc. Là, je veux dire, effectivement, ça coûte très cher, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre moyen d'étudier la structure ultime de la matière. Et ça peut pas être dangereux, c'est-à-dire ils peuvent pas finalement. Il y a certains qui disent que ça peut être très dangereux, qu'on peut détruire un peu. Je pense pas. Je dirais qu'une centrale nucléaire parce qu'on travaille sur très peu d'atomes, je veux dire, c'est des enceintes sous vide avec des très gros électroaimants et on accélère les particules. Voilà. Et on les fait, et je pense, je suis pas physicien atomistique, je connais pas tous les détails, mais c'est sous un vide très poussé, on accélère des atomes et on les met en collision avec les autres. Je veux dire, vous n'avez pas une quantité d'énergie l'énergie est grande, mais vous n'avez pas des quantités d'atomes radioactifs comme dans une centrale nucléaire où effectivement il y a un risque d'emballement et de faire une implosion. À ma connaissance, non. Après, effectivement, je veux dire, on arrive à la limite de ce que certains ont appelé l'antimatière, avec justement la particule de Dieu, le surnom qu'ont donné certains pour le boson de Higgs. Je pense que c'est un peu exagéré. C'est vrai qu'on arrive à la limite, vraiment, au niveau énergie de ce qu'on peut faire sur Terre avec des moyens physiques classiques, qu'on touche à des énergies gigantesques. Mais après, la seule chose, c'est entre particules et antiparticules, ça va s'annihiler l'un l'autre, c'est tout. Ça va pas faire exploser la planète. Nous sommes toujours avec Luc Lambs et nous parlons de la science sacrée ou la conscience de l'atome. On se rend compte dans votre livre pourquoi on est des poussières d'étoiles, comme le dit Hubert Reeves. Expliquez-nous pourquoi nous sommes des poussières d'étoiles. Disons que au début, dans le Big Bang, il n'y avait que de l'énergie. Et ensuite, petit à petit, quand cette énergie, ça a permis de faire les premières créations de particules, le gaz qui est le plus courant dans l'univers, donc c'est l'hydrogène. 99% de l'univers, c'est de l'hydrogène. Et justement, la plupart des soleils, dont notre soleil local, là, notre joli soleil, là, qu'on voit tous les matins, et qui nous réchauffe le cœur et le reste, il brûle l'hydrogène qui est autour de lui, il attire, d'abord je veux dire, le soleil est une masse très forte, donc il attire de très loin par gravité ces nuages d'hydrogène intersidéraux, et il les brûle pour faire de l'hélium. Et donc il construit à partir d'un gaz très léger un gaz un peu plus compliqué. Et ensuite il y a aussi un deuxième cycle qui se met en place, il forme un petit peu le deuxième cycle, ce qu'on appelle le cycle du carbone, donc il produit un peu de carbone, un peu d'azote, un peu d'oxygène. Ensuite, dans d'autres types, après il va s'arrêter là, parce qu'il n'a pas la masse et la pression et la température suffisante pour faire des réactions nucléaires pour des éléments plus lourds. Après, c'est d'autres systèmes solaires avec des masses plus fortes qui vont faire les éléments qui vont suivre. Donc, de manière séquentielle, tous les éléments chimiques sont formés comme ça au cœur des étoiles. Donc, je veux dire, ce qui constitue notre plancher des vaches, ici, notre Terre, est produit par le cœur des étoiles. Et nous, je veux dire, notre corps physique est aussi constitué par tous ces éléments chimiques qui ont été créés au cœur des soleils. Dans notre soleil, comme il fait que des éléments très légers, ça veut dire qu'en fin de compte, ce qu'on a, la constitution de notre corps physique, la constitution de notre planète, ça vient d'anciens systèmes solaires beaucoup plus vieux, où on avait des sortes de supernovas qui, en fin de vie, ont créé des éléments très lourds. Et donc, c'est notre système solaire, quand il s'est formé, il a récupéré ces poussières cosmiques avec des éléments lourds, elles se sont agglomérées. Voilà, et c'est ce qui a créé les planètes telluriques où la vie a pu se développer. Donc, comme le dit effectivement Hubert Reeves, on est de ces poussières d'anciennes étoiles. Voilà, et on vit grâce à l'énergie des nouveaux soleils, mais sur des bases, sur de la poussière d'anciennes étoiles. Voilà, c'est la vie qui se perpétue. Vous parlez aussi des isotopes. Oui, ça c'est un peu mon dada puisque j'utilise beaucoup dans mon métier en tant que traceur de l'eau, les isotopes, voilà. Donc en fin de compte, on parle peu, je veux dire, dans les livres classiques, on parle pas trop des isotopes parce que ça complique. C'est-à-dire dans un tableau périodique de Mendeleïev, vous avez 92 éléments, plus après les transuranides. Mais on parle en fin de compte que de l'isotope le plus stable.
Mais il existe beaucoup plus, il y a une sorte de biodiversité, pas une biodiversité, mais une diversité isotopique qui fait que chaque élément existe sous différentes formes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails physiques, mais en fin de compte, ça nous permet, donc, tout simplement parce que la raison, c'est que quand les atomes sont créés dans les étoiles, on passe pas directement d'un élément, on passe pas de l'hélium, de l'hydrogène à l'hélium, de l'hélium au carbone, il y a des intermédiaires. Et ces intermédiaires, c'est les isotopes. Donc, et ces isotopes, ils existent toujours, en fait, du moins ceux qui sont stables. Après, les instables, ça dépend de leur demi-temps de vie. Et donc, en fonction de l'endroit où c'était créé, ou comme la molécule ou l'atome se transporte, on a toujours une signature isotopique. Donc, c'est des sortes de petits GPS. Donc, on sait très bien, comme on voulait savoir, l'eau qu'on a sur notre planète, on voulait savoir d'où elle vient. Il y en a qui disent c'est de l'eau originelle quand la Terre s'est formée, d'autres qui disent non, ça vient de notre système solaire, des météorites qui sont tombées, d'autres qui disent non, ça vient encore de l'extérieur de notre système solaire. Et qui a pu donner la réponse à ça? Ben justement, c'est les isotopes. Parce que la composition de l'eau dans les trois endroits, sur Terre, dans le système solaire ou ailleurs, n'a pas la même signature. Si vous prenez de l'eau qui vient de Mars, l'eau de la Lune, ils auront des compositions isotopiques différentes de celles de la Terre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, un outil formidable qui permet de travailler à toutes les échelles. L'univers est gouverné par 4 forces fondamentales, la force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. C'est important qu'il y ait ces 4 forces, il n'y en aurait pas une 5e qu'on n'aurait pas pu découvrir? Non, je pense que déjà avec ça, on a déjà de quoi s'occuper. Je veux dire, puisqu'on n'a pas réussi à les regrouper tous ensemble. Je veux dire, on a essayé de les regrouper comme ça 2 à 2, et la dernière qui résiste, et qui est pourtant la force qui est la plus évidente, c'est la gravité. Avec ça, on arrive à expliquer tous les phénomènes de notre vie courante de tous les jours. La gravité, c'est ce qui permet aussi bien de rester assis sur sa chaise et pas de voler dans l'espace. Ça permet, je veux dire, de rester debout sur notre planète et de pas tomber quand on arrive au pôle sud. J'exagère un petit peu, voilà. Donc, la gravité, c'est l'électromagnétique, c'est tout ce qui est électrostatique, c'est tous nos moteurs électriques, l'électricité, l'ordinateur, Internet, tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas la force électromagnétique. Après, la force faible, c'est tout ce qui est responsable aussi de la radioactivité. Donc toute la transformation des éléments, que ce soit les éléments qu'on utilise aussi en médecine nucléaire, les éléments qu'on produit, voilà, c'est grâce à l'électrofaible. Et ensuite, la force qu'on voit le moins, c'est la force forte. C'est elle qui est responsable que la matière ne se désintègre pas. Parce que vous avez peut-être jamais posé la question, mais on dit toujours les atomes, ok, le noyau est formé de protons et de neutrons. Mais le problème, c'est que les protons, ils sont tous chargés plus. Alors, si vous essayez de mettre, comme si vous essayez de mettre des aimants, le plus contre le plus, ça se repousse. C'est la même chose, vous mettez 2 protons ensemble, normalement, ils vont pas rester ensemble dans le noyau, il y a une 4e force, justement, qui est plus forte que la force électrostatique, qui fait repousser les plus et les plus, qui s'appelle la force électroforte, et qui va justement permettre, à une certaine distance, quand on les rapproche suffisamment, 2 protons, et bien ils vont rester collés. Et c'est ce qui permet au noyau, donc ça maintient toute la création en place. Alors quand vous dites que celle qui est la plus difficile à appréhender, c'est la gravité, c'est celle qui maintient en équilibre donc les systèmes solaires et les galaxies en rotation permanente, mais aussi qui dicte la pesanteur sur notre planète et le mouvement des marées. Le boson associé à la gravité devrait être le graviton, mais il n'a pas encore été mis en évidence. Oui. Comment se fait-il? Ça, je peux pas vous le dire en détail, je suis pas physicien. Disons que normalement chaque force, il y a une particule qui est associée. Donc pour toutes les autres, on a trouvé la particule associée, et pour la gravité, pour l'instant, il reste le gluon, il reste hypothétique. Et graviton? Attends, non, c'est graviton. Oui, le graviton. Alors pour la gravité, c'est le graviton. Gluon, c'était pour la force électroforte. Voilà, non, pour l'instant, il n'a pas encore pu être mis en évidence. Et cette fameuse particule de Dieu que vous parliez tout à l'heure, ça pourrait pas être ça? Particule de Dieu, ça serait plutôt c'est plutôt le boson de Higgs.
que le boson là qui est tout seul sur le tableau là, il est un peu à part. Le terme même de boson vient d'un savant indien, Satyendra Nath Bose. Il est né à Calcutta en 1894 dans une famille de cheminots. Il obtient tout au long de sa scolarité des résultats remarquables. Et en 1916, il devient assistant à l'université de Calcutta et prépare en 1919 avec son collègue Saha le premier livre en anglais sur la relativité d'Einstein, alors publié seulement en allemand et en français. Et ce polyglotte, ce fameux Satyendra Nath Bose, obtient d'Einstein lui-même le droit de traduire de l'allemand en anglais la célèbre théorie de la relativité générale, dont les droits étaient bloqués par l'éditeur du savant. Donc c'est un Indien finalement. Oui, c'est assez curieux, et c'est là qu'on s'en rend compte aussi que maintenant on a la chance, entre guillemets, je veux dire, d'avoir toutes les revues scientifiques, tout est en anglais, donc en langage universel, on peut tous échanger, alors qu'au début du 19e siècle, c'était pas du tout le cas. Pendant longtemps, par exemple, tout ce qui était chimie, c'était en allemand, puisque les premiers... donc la plupart des gens publiaient uniquement dans leur langue natale, donc l'information avait vraiment beaucoup de mal à circuler, et cet Indien, là, Satyendra Nath Bose, justement, qui voulait propager la science aussi dans son pays, il était obligé donc de traduire les œuvres originales des chercheurs pour pouvoir les enseigner en anglais dans son pays. Et c'est là qu'il a fait une découverte formidable, puisqu'il a essayé de comprendre ces fameux grains de lumière, et par une approche tout à fait statistique, il a découvert quelque chose de fondamental et qui a été repris par Einstein plus tard. Et après, on parle justement du fameux condensat de Bose-Einstein. Ok, alors après, on va parler d'un certain Feynman. Oui. Physicien américain, Richard Feynman, 1918-1988. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Quand on a commencé vraiment à regarder l'interaction des particules, c'était assez compliqué de voir comment les particules pouvaient interagir entre elles. Puisque en fin de compte, on s'est rendu compte, c'est comme un petit peu quand deux particules s'approchaient, c'est comme s'il y avait un échange d'informations, un échange d'énergie. Et lui, Feynman a eu l'idée où il a trouvé une méthode pour les représenter de manière graphique, et cette méthode a très vite acceptée par les autres physiciens, parce que ça permettait d'expliquer vraiment ces interactions, et plutôt que de passer par des calculs qui étaient très compliqués à faire. Et donc il a un peu formalisé ça, et ça a été adopté par la plupart de ses contemporains, et en même temps ça nous donne surtout, c'est-à-dire à nous les gens qui ne sont pas spécialistes de la physique quantique, ça nous permet d'avoir quelque chose de visuel et de comprendre de manière plus simple comment interagissent les particules entre elles. Ces fameux diagrammes de Feynman. Alors comment voir les atomes? Parce que ça semble facile, mais comment, vous avez dans votre livre une partie de votre encart 8, comment voir les atomes avec ces microscopes STM? Oui, c'est les microscopes à effet de tunnel. Et ils ont été créés dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'était deux chercheurs du laboratoire de recherche IBM qui ont eu cette idée-là de travailler sur un effet qui était déjà connu en physique, qui s'appelle l'effet tunnel, quoi. Je voulais juste vous couper pour vous dire, tout à l'heure vous avez parlé de Bell, là on parle d'IBM, c'est quand même beaucoup l'informatique c'est des gens qui travaillaient sur l'informatique aussi. Bell, c'était plutôt, à l'époque, c'était sur la téléphonie. C'était pas encore l'informatique à l'époque, quand ça s'est passé. Et justement, on avait besoin des satellites pour développer la téléphonie satellitaire. D'accord, je pensais que c'était... Après, je connais pas l'historique et pourquoi, je dirais IBM, qui est plutôt effectivement purement informatique, s'est aussi intéressé à la structure de la matière. Est-ce que c'était uniquement des bourses de recherche? Est-ce que c'était pour aller plus loin pour eux, pour stocker des données, ou pour comprendre, pour comprendre peut-être le détail de l'électronique et peut-être aussi les dopages, des choses comme ça. Dans ce système-là, on utilise la nature ondulatoire de l'électron pour franchir une barrière de potentiel, et c'est ça qu'on appelle l'effet tunnel. C'est un peu ça. En lisant cette partie-là, j'ai eu un peu l'impression dans ces anciens électrophones qu'on avait, on avait ce qu'on appelle un saphir ou un diamant qui était sur un sillon, et c'était la tête de lecture. C'est un peu
peu en changeant d'échelle, si on veut, c'est un petit peu ça. L'analogie est pas mal, ouais. Ouais, c'est de pouvoir aller voir ce qui se passe dans le sillon. Voilà. Et disons que la grande différence, c'est que dans un microscope classique, il faut toujours utiliser, je veux dire, un véhicule, je veux dire. Normalement, dans un microscope, vous utilisez la lumière, mais dans la lumière, vous avez une certaine longueur d'onde et vous arrivez à la fin à une limite dans la résolution. Et là, l'idée qui était assez géniale, c'est d'utiliser donc cet effet tunnel. Et donc là, on utilise vraiment les interactions entre les atomes et même à la surface des atomes qui sont les électrons. Et donc ça permet en plus, c'est couplé, on travaille à des distances infinitésimales, donc c'est couplé avec des moteurs pas à pas, c'est vraiment tout petit, c'est microscopique, enfin même nanoscopique, mais ça permet d'avoir indirectement une image on n'arrive pas à l'atome lui-même, mais à la structure de certains édifices atomiques. Et je donne l'exemple là d'un composé qui a un nom un peu tordu, mais qui a plusieurs cycles de carbone, et effectivement, ça ressemble. J'avais regardé aussi sur des formules plus simples, mais après là, il y a des effets de bord, et c'est moins reconnaissable. Mais sur des macromolécules, je veux dire, ça c'est incroyable, on arrive à avoir, par cette technique d'effet tunnel, quelque chose qui ressemble vraiment à la structure qu'on obtient avec des modèles moléculaires, des molécules chimiques. Nous venons de voir que les microscopes à effet de tunnel permettent de distinguer la forme de petites macromolécules, mais la structure fine des noyaux et des particules élémentaires ne pourra jamais être découverte par une approche instrumentale. Une des raisons est que la longueur d'onde utilisée dans un microscope électronique est beaucoup plus grande que la taille des objets à étudier. Et l'autre raison est que dans les accélérateurs de particules, on utilise des méthodes indirectes, on bombarde, etc. Ainsi, il est quasiment impossible expérimentalement d'aller jusqu'à une particule ultime qui serait un constituant des quarks ou des électrons. Pourtant, dès les années 1974, des physiciens comme Joseph Paty et Abdus Salam ont postulé l'existence de préons comme composants des quarks. Le problème, je veux dire, dans les accélérateurs classiques, donc on voit bien les protons, les neutrons, déjà ils ont des propriétés physiques différentes, et on voit qu'ils ont chacun des constituants qu'on appelle les quarks, et après en allant plus loin, par des calculs, parce que les quarks déjà, on arrive à la limite de la physique, on ne peut pas les distinguer de manière isolée, c'est-à-dire qu'ils se recombinent quasiment. On n'a pas l'énergie suffisante pour les séparer les uns des autres, parce que vous avez vu, on avait parlé de la force, la quatrième force, là, de physique forte, là, interaction forte. Et arriver à ce niveau-là, c'est des énergies qu'on ne peut pas obtenir avec un accélérateur classique. Donc on le voit, je veux dire, on voit les interactions, mais on ne peut pas isoler les quarks. Mais par des calculs, en observant toutes les données qu'on a enregistrées pendant quand on bombarde, on voit que ces quarks eux-mêmes peuvent aussi avoir des constituants qu'on appelait des préons. Mais on est dans l'impossibilité expérimentale de le prouver. Et donc c'est ça qu'on arrive donc au chapitre où peut-être plutôt que d'avoir une approche uniquement par la matière, par la physique classique ou quantique, on peut peut-être les explorer par d'autres moyens plus subtils comme la conscience. Oui, donc, exposé dans le chapitre suivant. Oui, donc une alternative à ces limites physiques de la constitution ultime de la matière est d'utiliser la conscience, comme vous le dites, comme outil d'investigation. Cette approche psychique que l'on a abordée dans le chapitre La science védique est utilisée depuis longtemps par les yogis. Elle consiste à devenir un par la conscience avec l'objet observé. On en avait parlé dans la première émission. Ces yogis utilisent le Siddhi Anima, un des 8 pouvoirs psychiques majeurs décrits dans les Yoga Sutras. Alors, c'est quoi ces 8 pouvoirs psychiques majeurs dans les Yoga Sutras? Vous les connaissez de tête ou pas? Oui. Je me rappelle plus de tous les noms sanscrits, mais en fin de compte, donc Patanjali, c'est lui qui a compilé toutes les données qu'on avait sur le yoga et qui a en fin de compte défini que le yoga comme on le connaît nous, je veux dire en Occident, qui est le Hatha Yoga, qui est les asanas, en fin de compte, c'est qu'une des 8 parties du yoga qui comprend 8 approches.
On appelle ça Ashtanga Yoga. Donc là-dedans, il y a tout, je veux dire, c'est un entraînement de tous du corps entier, et pas seulement de la partie physique, mais aussi un entraînement psychique et à la fin, la phase ultime, effectivement, est la méditation. Et il dit que quand on a travaillé ces 8 approches, à la fin, on va développer certaines capacités psychiques, et dans ces capacités psychiques, on peut développer les 8 siddhis, donc ces 8 pouvoirs psychiques. Et là-dedans, il y a donc, alors ça va en général par paire. Alors il y en a un qui permet de devenir aussi lourd qu'on veut, et l'autre aussi léger qu'on peut, donc c'est la lévitation. Et il y en a un où on peut devenir aussi grand qu'on veut, et l'autre aussi petit qu'on veut. Et c'est justement ce siddhi-là, le siddhi anima, donc on va aller à la taille de l'anima. Quand je dis devenir aussi lourd, aussi petit, aussi grand, etc., c'est pas de manière physique, c'est par la conscience, c'est par l'intérieur. On va pas devenir un géant ou un microbe c'est qu'en fin de compte, notre conscience va permettre d'appréhender des choses qui sont de l'ordre du cosmos, donc le plus grand possible, donc comprendre le fonctionnement d'un système solaire, d'une nébuleuse, etc. Ou alors réduire sa conscience, la focaliser sur quelque chose d'aussi petit qu'un atome, et donc ressentir par l'intérieur comment fonctionne un atome. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc dans la chimie occulte, quand écrit Leadbeater et Annie Besant, ils ont eu un entraînement psychique particulier pour pouvoir justement étudier ces phénomènes. Voilà. Et c'est quelque chose qui est resté, qui donc maintenant est écrit il y a plus d'un siècle, et qui est resté vraiment de côté pendant longtemps, parce que la science classique n'a pas trop compris comment ça fonctionnait. Ils avaient un petit peu peur aussi de la manière dont ça pouvait être interprété. Donc en général, c'est un livre qui est peu commenté et peu décrit, alors que je trouve qu'il y a des informations qu'on trouve nulle part ailleurs, et c'est vraiment dommage. Alors ce livre, c'est le Principe of Light and Color de 1878, écrit par l'américain Edwin Badit, premier à décrire et dessiner la structure ultime possible des atomes. Celle-ci a été confirmée et complétée par Annie Besant et Charles Leadbeater durant leur investigation de tous les éléments chimiques connus à l'époque entre 1895 et 1951, décrits dans leur livre à eux qui s'appelle La chimie occulte. Enfin, plus récemment, Geoffrey Hodgson a repris ses études et s'est aussi intéressé à l'électron. De ces 3 études indépendantes, il ressort que l'atome ultime nommé Anu serait une petite particule en forme de cœur. Elle serait formée par l'enroulement autour d'un axe central de 10 spires. Elle existerait seulement sous 2 formes, une positive et une négative, en fonction du sens de rotation de ces spires. À elle seule, elle serait l'unique constituant de tous les atomes chimiques observés ainsi que de toutes les particules connues. Quand je lis ça, moi, ça me fait rêver. Et je me dis que, c'est un petit cœur qui fait battre l'univers. Voilà. C'est tout à fait ça. La beauté de la spiritualité, c'est de voir l'unité et en plus d'amener justement cette conscience et cette qualité de cœur. Plutôt que de se lancer dans les descriptions physiques très connues avec des équations que les 3/4 des gens, et moi y compris, ne peuvent pas suivre. L'explorer comme ça par la conscience, par l'intérieur, ça permet d'avoir une compréhension intuitive et de montrer toute la beauté de la vie. Donc c'est-à-dire que le problème de la physique, vous avez vu déjà, on a 4 lois, dont une, on ne sait pas trop comment l'appareiller avec les 3 autres. On a énormément on a beaucoup de sous-particules, des quarks, on a des gluons et tout ça, on n'arrive pas à les unifier. Si on essaye de les unifier au niveau mathématique, on est obligé d'avoir des domaines mathématiques, des espaces mathématiques avec je ne sais pas combien de dimensions, voilà, donc c'est très difficile à s'en sortir. Et là, quand on exporte par la conscience, on a quelque chose, on peut trouver une unité là-dedans. Effectivement, c'est ce petit cœur là qui tournoie, ce petit tourbillon, et qui serait à l'origine de qui serait vraiment la brique ultime de l'univers, voilà. Et qui a juste deux formes, une plus et une moins, voilà. C'est vraiment toute une histoire d'amour.
On se retrouve sur l'antenne d'IDFM pour la dernière partie de cette émission avec Luc Lambs autour de son livre paru aux éditions de La Vallée Heureuse, la science sacrée ou la conscience de l'atome. Et après, vous, c'est un peu votre dada. Vous avez une approche écosystémique sur tout ce qu'on vient d'annoncer, puisque vous travaillez sur les écosystèmes. Hein. Oui, tout à fait. Je travaille sur la végétation, sur la vie, comment l'eau a amené la vie et comment elle est répercutée dans le système végétal. Ouais. Cette approche écosystémique, vous nous rappelez un peu comment la vie est arrivée. Ça, c'est quand même intéressant, on a peut-être un peu oublié. Comment la vie est arrivée finalement? C'est toujours pareil, on parlait tout à l'heure qu'on était là une poussière d'étoiles et donc on est lié toujours au soleil. Et bien là c'est pareil, on voit que toutes les énergies sont toujours liées au soleil. Les seules particules, on appelle ça autotrophes, je veux dire c'est les plantes qui arrivent à assimiler l'énergie solaire et à faire les premières molécules, les sucres, etc. Et ensuite toute la chaîne alimentaire qui en découle va pouvoir suivre. Donc il y a ça, mais aussi il faut voir que c'est dans l'ordre, en fin de compte, minéral qui est inerte, ensuite le végétal qui amène la vie, qui se répercute dans le monde animal et dans le monde humain, etc. Mais en même temps aussi, c'est que les végétaux ont rendu possible la vie sur Terre, dans le sens au départ, je veux dire, tant qu'il n'y avait pas d'oxygène dans notre atmosphère, puisque au début c'était un milieu réducteur, il n'y avait que du gaz carbonique, du méthane, des choses comme ça, de l'ammoniac. Et quand les premiers organismes végétaux, enfin donc pas que les plantes, hein, il y avait aussi les algues, ça s'appelle les algues, etc. ont commencé à faire la photosynthèse. Ils ont donc fait des dégagements d'oxygène. Ça s'est dissous dans l'eau, mais au bout d'un moment, ça saturait les océans en oxygène, donc il a dégazé, il est parti dans l'atmosphère, puisque en surface, la vie ne pouvait pas se développer parce qu'il y avait des rayonnements UV qui tuaient toute forme de vie, tout ADN était dénaturé. Et quand cet oxygène produit par les plantes pendant des milliards d'années a commencé à se libérer et monter dans l'atmosphère, et en haute atmosphère, avec justement ces rayonnements UV nocifs, ça s'est transformé en ozone. Et ensuite, cette couche d'ozone a fait un bouclier protecteur. Et depuis qu'il y a cette couche d'ozone, la vie a pu sortir de l'eau. Et donc tout ça, c'est grâce aux plantes, aux végétaux. Et petit à petit, donc la vie qui s'est développée sous l'eau, avec pareil, déjà un certain nombre de règnes. Il y avait déjà tout ce qui était végétal, mais aussi après tous les mondes, tous les petits animaux qui mangent les plantes. C'est ensuite les carnivores de 10e génération, a pu sortir de l'eau et a conquis la terre ferme. Et à la fin, effectivement, dans l'évolution, a pu aussi venir l'homme. Voilà. Alors, on va parler un peu de l'hypothèse Gaïa. Finalement, c'est un fameux James Lovelock, dans les années 60, qui parle de cette hypothèse Gaïa. Oui. Donc, c'est assez marrant, parce que c'était quelqu'un pareil qui travaillait pas du tout, je veux dire, lui... il travaillait justement pareil, il travaillait pour voir s'il y avait de vie possible sur les autres planètes. Je crois qu'il travaillait sur une mission justement pour Mars, si je me rappelle bien. Et donc il regardait quels étaient les critères qu'on pouvait avoir pour définir si une planète, il y avait la vie dessus. Et c'est en se posant ces questions-là, et aussi ça correspond à l'époque où on a eu donc les premiers satellites, etc. Et on a vu la première fois l'image de notre Terre. Bon, maintenant, tout le monde est un peu familiarisé avec notre petite planète bleue. On voit les images. Mais à l'époque, c'était complètement nouveau. Et là, il a eu un déclic. Il a compris qu'effectivement, les écosystèmes, les approches qu'on avait de manière isolée, au contraire, on pouvait peut-être le généraliser et voir la Terre elle-même comme une super entité, comme un super écosystème et qui serait une entité un peu propre. Comment ça a été perçu à l'époque? Parce que de penser que la Terre est vivante, comment ça a été perçu? Ça a été rejeté par la plupart des scientifiques et à son époque, très peu de gens qui se sont ralliés à son point de vue. Mais bon, maintenant, ça a fait son chemin. Et... Vous parlez comment on dit, les bisnoïs? Oui, les bisnoïs, oui. Parlez-nous un peu des bisnoïs, parce que c'est quand même une belle histoire. Oui, c'est assez surprenant. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que j'avais vu en Inde comme ça déjà des communautés qui étaient très proches de la nature et j'avais pas fait attention. Et c'est vrai que c'est surprenant. Je veux dire, vous allez dans ces villages-là ou même dans des temples et vous voyez il y a des biches. Les biches viennent vers
vers ces gens-là. Il semble qu'effectivement, ils sont vraiment en communion avec la nature. Et j'ai vu, moi, comme ça, des petits fans qui venaient dans les familles pour qu'on leur donne à manger. Après, ils retournaient dans la forêt. Enfin, vous voyez plein de choses comme ça formidables en Inde. Et après, j'ai lu qu'effectivement, il y avait toute une communauté comme ça qui... Bon, il faut dire aussi qu'ils vivent dans une zone un peu aride vers le Rajasthan en Inde, donc c'est vers le désert du Thar. Et effectivement, là, vous êtes obligé d'avoir un petit peu une conscience écologique pour préserver votre milieu parce qu'il pleut très peu, c'est aride ou semi-aride. Et donc ces gens-là ont compris, grâce, il y avait un leader, dont j'ai oublié le nom là, qui avait... qui a vu en fin de compte que la vie dépendait de la présence d'arbres. C'était au XVe siècle, au XVe siècle, donc c'est... Oui, et il a vu qu'en faisant quelques petits travaux tout simples, du genre des retenues, de ce qu'on appelle maintenant des retenues collinaires, comme ça, faire des petites retenues le long des cours d'eau qui sont éphémères, permettait de recharger les nappes plus facilement, que les arbres puissent nouveau se multiplier, et donc éviter d'un autre côté aussi la déforestation. Eh bien, on peut arriver à maintenir la vie et même à la développer dans des milieux semi-désertiques. Donc voilà, c'était les pionniers de la conscience écologique, quoi. Alors, il s'appelait Jamboji. Voilà, c'est ça. Jambo. Quelle serait votre conclusion sur l'écologie? Qu'est-ce que vous pourriez dire? L'écologie, je veux dire... moi, ce que j'espère, c'est que, autant que la physique, c'est intéressant, mais au niveau mental, la chimie, donc on parle de l'infini en grand, un petit peu comprendre le cosmos d'où on vient, l'infini en petit, comment on est constitué. Mais tout ça, je veux dire, ce qui est important là-dedans, c'est par rapport à la vie et par rapport à l'humanité. Et c'est vrai que petit à petit, peut-être pas aussi rapidement que je l'espérais, mais que l'écologie nous ferait vraiment prendre conscience de notre environnement et qu'on ait vraiment la notion d'éco-responsable. Je veux dire, c'est par nos choix de tous les jours qu'on détermine aussi l'avenir de notre planète. Je veux dire, l'écologie, c'est pas que de la théorie, c'est aussi mettre en pratique tout ça. Je veux dire, on est tous responsables du devenir. Donc, soit, je veux dire, en tant que consommateur, ne pas acheter des produits qui comme l'huile de palme ou autres, qui ont poussé dans les endroits où on est obligé de déforester, de faire attention à nos déchets, voilà, de vivre de plus en plus en harmonie avec la nature, je veux dire, comme le faisaient peut-être de manière intuitive nos ancêtres, mais qui n'avaient pas cette connaissance peut-être scientifique, mais qui le faisaient uniquement comme ça parce qu'ils avaient cette perception directe. On a de la chance maintenant d'avoir avec la science une compréhension de beaucoup de choses, donc on n'a plus la peur comme autrefois les peurs ancestrales de l'orage, d'un tas de choses, des phénomènes naturels, on comprend ce qu'il y a derrière, mais il faut aussi voir que la Terre, on n'est pas là pour dépouiller la Terre de toutes ses richesses. Les matières premières, sont pas à notre disposition uniquement pour enrichir certaines grandes sociétés, ils sont à notre disposition justement pour qu'on en fasse attention. Et vraiment, je veux dire, ce qui me revient toujours, c'est le proverbe amérindien qui dit « On n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'a juste en prêt pour la donner à nos enfants. » Alors, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants, à notre descendance? Est-ce qu'on va donner une terre complètement ruinée, saccagée, ou au contraire, on va essayer petit à petit de recréer un peu à gauche, à droite des petits jardins et pour retransmettre une planète verte où tout le monde pourra partager et vivre en paix. Voilà, c'est ça le plus important. Enfin, je pense que en ce qui concerne l'écologie, on va trier nos déchets, on va faire attention, mais il faudrait vraiment que ce soit les industriels et tout ça qui arrêtent de polluer. Mais les industriels, ce qu'il faut comprendre, c'est que les industriels, ils polluent parce que nous, on achète. C'est là notre pouvoir en tant que citoyen. Si on n'achète pas des produits qui ont été créés dans des conditions polluantes, ils vont être obligés de réviser. Maintenant, vous achetez un paquet de gâteaux, vous regardez s'il y a de l'huile de palme ou non. Vous regardez où ça a été fabriqué. Voilà. C'est un tout. C'est un tout. On a la chance d'avoir Internet. On peut avoir toutes les informations qu'on veut. Donc, c'est à nous de continuer à développer cette entraide, ce respect de l'humain et de notre planète. Ne serait-ce que pour pouvoir continuer à vivre en harmonie entre nous. Vous avez un lexique à la fin et il y a le mot Anu qu'on prononce Anu, qui est l'atome en sanskrit. Oui.
Dans les philosophies et la physique indienne, la notion d'atome était connue au moins depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Les adeptes de l'école Vecheïska, qui avaient fait de l'atomiste une de leurs théories principales, pensaient que les atomes se regroupaient pour former des éléments de la matière. Et ce qui est intéressant dans ce qui suit, c'est que seuls 4 éléments seraient dépourvus d'atomes: le temps, l'espace, l'éther et l'âme. Ça me plaît beaucoup parce que je me posais toujours la question de savoir s'il y avait une catastrophe nucléaire, ce que deviendraient les gens qui sont atomisés. Donc on a la réponse. On ne peut pas détruire les âmes. Non, disons on peut détruire que ce qui est physique, je veux dire, mais vous pouvez pas détruire l'essence des choses. Ça sera peut-être la fin de cette émission. Je trouve que c'est une très bonne fin pour cette émission. Vous auriez une citation, quelque chose que vous voudriez ajouter? L'histoire amérindienne des 2 loups. Je crois que c'est un grand-père qui dit à son petit-fils, voilà, tu sais, dans une situation, il y a toujours en moi une partie qui a peur et une partie qui est heureuse de faire les choses. Et... Allons-y. Alors, c'est se changer soi-même pour changer le monde. Un vieil indien Cherokee racontait la vie à ses petits-enfants. Il leur dit: « Je ressens un grand tourment. Dans mon âme se joue présentement une grande bataille. 2 loups se confrontent. Un des loups est méchant. Il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. L'autre, au contraire, est bon. Il est que joie. Il respire la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion et la confiance. La même bataille se joue partout en nous et en chacun de nous. Silencieux, les enfants réfléchissent. Puis l'un d'eux ose demander: « Eh grand-père, lequel des loups va gagner ?» Et le vieux Cherokee tourne la tête et répond simplement: « C'est celui que tu nourris. »